Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation de base, la région du Nord est celle où l'on retrouve le plus d'élèves de la maternelle et du primaire sans acte de naissance. Pour un effectif de 554 240 élèves, 292 472 n'ont pas d'acte de naissance, soit 53%. Le littoral et l'extrême nord complètent ce triste podium, respectivement avec 46,64% et 42% d'élèves du niveau d'éducation de base qui sont scolarisés sans acte de naissance. À l'échelle nationale, sur 4 942 000 élèves scolarisés, 1 785 668 n'ont pas d'acte de naissance, pour un pourcentage de 32,12%. Conscient donc de ce que le quotidien Le Messager a appelé le scandale camerounais, et réuni en séance plénière spéciale de débat sur l'état civil et plus particulièrement sur la problématique de l'établissement des actes de naissance, les députés ont formulé des recommandations portant sur les aspects législatifs et réglementaires, ainsi que dans le domaine des politiques publiques. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du journal, présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal, et tout de suite, Madame, Monsieur, le fait du jour. État civil, comment exister sans acte de naissance? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité ce soir en plateau le docteur Dalvaris Ngoudjou, économiste et géostratège. Bonsoir, docteur Dalvaris Ngoudjou. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous mes copanélistes et merci de m'avoir invité. À côté de vous, Eric Pépin Bikaï, enseignant. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Serge. Bonsoir, mes copanélistes. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, arrangez bien votre cravate. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Vous regardez au village. Hein. Voilà. Il est là, Edmond Kuaté, bonsoir. Bonsoir. Économiste et analyste politique. Bonsoir Serge Alain, merci pour l'invitation et bonsoir aux autres invités. Maître Fabien Kenyé, bonsoir, avocat au barreau du Congo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers panélistes. Merci. Bien entendu aux multiples millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est davantage un plaisir de me retrouver sur ce plateau, surtout pour épiloguer ou discuter ou évoquer la question de l'acte de naissance dont beaucoup ne comprendraient pas beaucoup la profondeur et qui naturellement sera sortie de ces débats évoqués. Justement, je reste avec vous, maître. Comment on peut vivre sans acte de naissance? Comment on peut exister? C'est le terme que j'ai utilisé. Serge Alain, voyez-vous... peuvent être les implications. Les implications sont extraordinaires. Vous nous avez naturellement appelé chacun par son nom ici. Oui. Vous savez, quand on parle de l'acte de naissance... Mais quand on n'a pas d'acte, est-ce qu'on n'a pas de nom? On n'a pas de nom. L'acte de naissance fait partie des 3 actes d'état civil. Oui. Et c'est le plus important. Oui. C'est-à-dire que c'est à partir de l'acte de naissance qu'on peut vous identifier. Ça parle de l'acte de naissance. Si je n'avais pas peut-être un acte de naissance, je ne serais pas venu ici. Si je n'avais pas un acte de naissance, on ne m'aurait pas appelé Maître Kenyé Fabien. Si je n'avais pas un acte de naissance, je pense que peut-être même Equinox n'existait pas. Parce que comme je l'ai dit, c'est de tous les actes civils le plus important. C'est là qui vous permet même de vous identifier, de vous individualiser en tant qu'être humain dans une société donnée. En sorte que même sans votre acte de naissance, vous ne devriez même pas. Lorsque j'entends dire qu'au niveau de l'enseignement, on fréquente sans acte de naissance, le mouvement comment cela peut évidemment être possible. Est-ce à dire qu'on a pris un bouton pour mettre dans une salle de classe pour se demander finalement comment cette personne s'appelle? Parce que c'est à partir de l'acte de naissance qu'on vous dit que vous appelez tel. Lorsqu'on vous dit que vous appelez tel, c'est à partir de vos parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on a fait des déclarations. Ça peut être à partir des gens qui peut-être vous ont trouvé, si vous avez un enfant trouvé, qui vous ont certainement donné une identité. Et je m'en voudrais en tant qu'avocat de ne pas le rappeler pour dire qu'il faut bien savoir que lorsque quelqu'un est né, que vous soyez son parent,
quand vous avez même seulement pris connaissance de l'existence de cette personne et que vous n'en fassiez même pas connaissance, vous êtes passible d'une condamnation pénale. Oui. Autant que je me souviens, c'est l'article 370 du code pénal, d'une amende de 4 000 à 25 000. À 25 000 francs ou d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 jours. De 5 à 10 jours. Donc, toutes ces personnes... Peut-être parce qu'il voit 5 à 10 jours, qui néglige. Un seul jour de prison est extraordinaire. La sanction est d'abord premièrement morale, parce que je ne peux pas comprendre. Oui. Je vais vous dire, Serge Alain, permettez-moi, j'ai une toute petite anecdote, je ne sais pas pourquoi on m'avait invité sur votre plateau. Si je recule un peu sur 1 kilomètre vers l'entrée de Bessenguela, j'ai quelqu'un, il n'y a pas pratiquement 2 semaines que je l'ai rencontré. C'est un monsieur qui est dans l'import-export, que j'ai vu accompagner de sa fille d'à peine 2 ans. Il m'a dit que son enfant n'avait pas d'acte de naissance. Nous sommes à Douala. En plein cœur de Douala. Oui. Moi, je lui ai dit, j'ai dit depuis 2 ans, je lui ai dit qu'il avait urgence. Après le nom, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, après le nom, c'est le littoral. Oui, il y a plus de donc vous n'avez pas du tout menti, voyez-vous, puisqu'on dit que effectivement, et qu'il nous rend compte, nous en avons là suffisamment la preuve. Qui me dit que son enfant a 2 ans, nous sommes en plein Douala, n'a pas d'acte de naissance. À qui la faute? Cela n'est pas possible. C'est de l'inconscience. Voilà. Vous me demandez à qui la faute? Non, le père, c'est le père qui n'a pas... Non, sur ce plan-là, je crois que il y a le professeur Bifoum qui avait dit qu'il fallait savoir ce que c'est qu'un droit pour pouvoir en réclamer. Je crois que sur le plan social, ça doit être un problème d'éducation, un problème de formation et un problème de tolérance de la part de l'administration. Parce qu'on va comprendre qu'une administration qui passe tout le temps à dire, quand vous parlez du Grand Nord, là, oui. Mais non, le Nord. Quand on parle du Nord, oui, n'est-ce pas? Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que les gens existent là-bas physiquement qui, comment dirais, sont en accord parfait avec l'administration. Ça, c'est seulement le cas pour les enfants scolarisés. Hein. Pour les enfants scolarisés. Scolarisés seulement. Vous imaginez? C'est qui est même une incongruité parce que ça, c'est bien, vous avez bien fait d'inviter un ancien qui nous dise comment un enfant qui n'a pas d'acte de naissance parvient à être intégré dans leur fichier. Cela est suffisamment grave. Okay. Et je voudrais, si vous me permettez, insister sur le fait que ceux qui gardent les enfants ou qui ont connaissance de ce qu'ils ont un enfant qui est né, ne l'ont pas déclaré pour qu'on puisse établir un acte de naissance. Il faut d'une part que ces personnes sachent qu'elles encourent une sanction. Et ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ces personnes dont on ne déclare pas là n'existent presque pas. Elles ne peuvent pas accéder à l'éducation. Elles ne devraient pas accéder à l'éducation, puisque j'apprends par vous que certaines parviennent à être dans la sécurité de l'éducation. Ces personnes n'accéderaient de quelque manière que ce soit à aucune formation, ne pourraient présenter aucun diplôme, n'existeraient même pas, ne pourraient traverser nos frontières, n'existent même pas pour ce qui me concerne. Donc je suis un tout petit surpris, beaucoup même surpris d'entendre que vous me disiez sur le plan statistique, que vos statistiques ne parlent que des personnes qui sont scolarisées. Comment? Sur la base de quoi? C'est jamais. Je sais pas. Voilà, justement, on va interroger l'enseignant Eric Pépin Bikaï. Comment comprendre que on puisse être scolaire? Certes, le problème se pose souvent lorsqu'ils doivent présenter soit le First School, Living Certificate, soit le CEP. Mais avant, comment on en vient à venir inscrire un enfant alors qu'il n'a pas d'acte de naissance? Non, même pour la maternelle d'abord. Il faut le dire de manière triviale, le système éducatif camerounais n'exige pas de manière fondamentale aux parents de présenter l'acte de naissance. Accessoirement, dans la console de dossier, on exige aux parents d'en présenter une photocopie de l'acte de naissance. À partir de là, il est possible qu'un enfant fasse sa préscolarisation jusqu'au niveau du CPE, sans toutefois que l'établissement ait besoin de son acte de naissance. Il en est de même du système secondaire à partir de la 6e peut-être jusqu'en seconde, jusqu'en 3e pour le système francophone où un enfant peut être scolarisé et on exige son acte de naissance juste au moment où il doit présenter son examen. Et puis, ce n'est que la photocopie est légalisée que les autorités de l'établissement exigent. Vous pensez qu'il y a toujours cette photocopie? Je ne peux pas répondre, mais ce que je sais dans ce système-là, c'est que les autorités éducatives ne mettent pas l'accent sur le document, c'est-à-dire sur l'authenticité, sur tout ce qu'ils veulent qu'on présente, c'est qu'il y ait une concordance sur l'identification de l'enfant, aussi simple que cela. Et cela émane beaucoup plus des autorités administratives. Il ne faut pas oublier que dans cette chaîne, si on peut questionner à peu près 3 ministères. Il y a d'abord le ministère de la Santé, parce que lorsqu'un enfant naît, il faut automatiquement faire la déclaration de naissance. Il y a le ministère
du moins l'ancien MINAT, qui aujourd'hui avec le ministère de la décentralisation, qui entre en scène. Et puis il y a accessoirement le ministère de la Femme et de la promotion de la famille, parce que ces statistiques, ce sont le fruit des études concertées entre le BUNEF, le Bureau national de l'État civil, et des organisations, des structures déconcentrées de l'ONU, notamment l'UNICEF. Voilà. Donc ça fait que au niveau de ces responsabilités-là, la loi prévoit mettre sur la table que l'enfant doit avoir sa déclaration de naissance 21 jours après sa naissance, si je ne me trompe pas. Donc on peut l'établir déjà l'acte de naissance. Et l'établissement de l'acte de naissance est fait sur la base de la déclaration de naissance qui vient, lui, du secteur de la santé. Donc, maintenant, on peut questionner le nombre de personnes au kilomètre carré qui sont en charge de pouvoir établir cette procédure de document. Il ne faut pas oublier que dans le cas d'espèces, il y a les magistrats municipaux, les mairies qui sont habilités. Il y a accessoirement les centres d'état civil. Au niveau des centres d'état civil, puisque eux, autant pour moi, ils sont localisés au niveau des quartiers et accessoirement, il faudrait maintenant qu'on sache sur quel rayon et sur combien à peu près d'habitants. Parce qu'en réalité, il faut également interroger le taux d'accroissement naturel de la population camerounaise qui caracole les 3,2 par an. Ça veut dire que le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où le taux de naissance est accessoirement élevé. Donc, par rapport à ces données démographiques-là, on devrait donc mettre sur pied une stratégie pour que les centres d'état civil correspondent à l'augmentation graduelle de la population, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Donc, je rejoins ce que Maître disait tout à l'heure, c'est une chaîne de responsabilité concertée, à la fois pour les parents, mais également pour les administrateurs. Peut-être on va revenir tout à l'heure sur le son, parce qu'il ne faut pas oublier que la plénière qui s'est ouverte, je pense, lundi, a fait l'objet de cette déclaration. Justement, le ministre a parlé de la mise en place des stratégies de nature à pouvoir accroître l'offre de délivrance des actes de naissance. Et il a avancé un chiffre, donc il a demandé qu'il fallait à peu près 70 milliards pour qu'on puisse sécuriser l'acte de naissance, les actes de naissance au niveau du Cameroun. On reviendra peut-être tout à l'heure, tout au long de l'émission, sur les éléments techniques liés à ces problématiques-là. Docteur Dalvaris Ngoudjou, situation des élèves, école maternelle et primaire, sans acte de naissance. On a dit que c'est le Nord qui est en tête. Prenons le cas du littoral. 633 537 élèves, sur un effectif, ça c'est les élèves, et 295 481 élèves n'ont pas d'acte de naissance. Comment comprendre ça dans le littoral? Vous avez suivi l'exemple de Maître Grigné tout à l'heure, en plein doigt là. Comment on peut expliquer ça? Oui, premièrement, Serge Alain, quand vous égrenez les chiffres, cela passe extrêmement inaperçu, mais ce sont les chiffres extrêmement importants. Oui. Ça fait un peu plus d'1 million, près de 2 millions d'habitants. C'est plus de la population de la Guinée équatoriale. Ça veut dire que vous êtes dans un pays comme la Guinée équatoriale, tout le monde n'a pas d'acte de naissance. C'est assez saisissant pour une nation comme la nôtre qui se veut être leader dans beaucoup de domaines, dans la sous-région Afrique centrale. Mais moi, je pense qu'il y a un certain nombre de variables explicatives. Et la première, comme Maître l'a si bien souligné, il y a l'inconscience de certains parents d'abord. Du fait qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas suffisamment conscients que le fait que l'enfant n'ait pas l'acte, comme on le dit généralement, l'acte c'est le premier diplôme de l'enfant. Quand l'enfant même n'existe pas, il ne peut pratiquement rien revendiquer, mais surtout, puis, il encourt le risque d'être apatride. Parce qu'à terme, s'il n'a pas d'acte, il ne pourra pas avoir une CNI. S'il n'a pas de CNI, il ne peut pas avoir un passeport, etc., etc. Et au-delà, éventuellement, il pourra être, c'est vrai, avec toutes les réserves qui s'imposent, il pourra être un danger pour la nature ou pour la société. D'autant plus qu'avec l'acte, comme nous avons un avocat en face de nous, c'est plus facile. Quand vous avez un problème, que ce soit au niveau d'un commissariat ou au niveau d'un tribunal, la première chose que l'on fait, c'est de procéder à une identification. S'il y a un incident dans Douala, l'élément primordial, c'est d'abord l'identification des individus qui étaient dans la zone. Mais si on ne peut pas vous identifier, si même l'État ne peut pas identifier une personne, d'autant plus que la personne n'existe pas, ça veut dire qu'une personne peut commettre des gaffes. Vous allez faire toutes les recherches dans tous les fichiers dans la nation. Ça va être extrêmement difficile d'arriver sur la personne. Mais au-delà, quand même, il faut avouer que je profite aussi pour répondre à une question que vous avez posée à notre enseignant à côté, Pepin. Il m'est arrivé il y a quelques années à travailler dans les régions de la Damawa du Nord, de l'extrême Nord. En ce qui concerne l'éducation,
là-bas, l'État prend des mesures quand même pour inciter, pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Puisqu'en réalité, au-delà du fait que les enfants n'ont pas d'acte, pour beaucoup de parents là-bas, ce n'est pas une nécessité que d'envoyer les enfants à l'école. Pour certains parents là-bas, c'est mieux d'envoyer l'enfant berger avec des animaux que de l'envoyer à l'école. Ce qui fait que il y a 2 challenges. Premier challenge, envoyer l'enfant à l'école. Deuxième challenge, avoir un acte. Et pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup de responsables d'établissement, ils préfèrent encourager les enfants à venir déjà à l'école avant qu'ils puissent atteindre l'âge peut-être du CM2. Et peut-être les parents auraient fait des mesures, pourraient prendre des mesures pour qu'ils puissent avoir un acte de naissance. Donc, nous voyons là qu'il y a une certaine volonté quand même de l'État d'encourager l'alphabétisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour d'autres parents même, le maître a bien souligné, la personne qui était le sujet dont il parle dans son anecdote, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'impôt-export. Ça veut dire il est relativement dans le monde économique. Mais quelqu'un peut être dans le monde économique sans être alphabétisé. D'où l'importance, puisqu'en fait, même ces enfants au nord là, si on ne prend pas les mesures pour qu'ils puissent partir à l'école, demain aussi leurs propres enfants n'auront pas d'acte de naissance. Et ce sera une génération de perdus totalement dans la société. Et quand c'est comme cela, cela biaise pratiquement toutes les mesures qui peuvent être prises par les autorités, tant dans le privé que au niveau étatique, pour le bien-être social. C'est-à-dire, vous allez dans une région où on a fait un recensement au niveau des naissances, on a par exemple 10 000 naissances, alors que dans la réalité, on en a 200 ou 300 000. Vous faites des infrastructures scolaires pour accueillir 10 000 personnes, alors que le besoin est à 400 000. Et nous voyons les conséquences néfastes, que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit même à l'est. On voit dans quelles conditions les enfants fréquentent. On se demande si nous sommes toujours au Cameroun. Et parfois, une barre explicative, c'est qu'à l'origine, les besoins estimés étaient extrêmement inférieurs par rapport aux réalités. Donc, pour dire, moi je vais dire, il y a une variable explicative qui est au niveau de l'alphabétisation, à mon avis, mais il y a aussi une variable à ne pas négliger, à mon avis, qui est au niveau des moyens. Soyons-en sûrs, Serge Alain. En Afrique, c'est vrai, nous sommes parmi les pays les pauvres, mais où on paye encore pour avoir l'acte de naissance. En termes simples, on paye pour exister. C'est très dangereux. Je prends l'exemple de mon cas. Mon fils, il est né en Espagne. Sur le lit de l'hôpital, quand ça met la couche, les dispositions sont prises de manière digitale, que son acte sorte dans les jours qui suivent. On ne vous demande pas. C'est comme cela. Vous dites quel pays? En Espagne, à Madrid. Ah bon? Oui, directement. Et nous sommes où? Nous sommes au Cameroun. Et justement, c'est pourquoi je dis, si les gens ont plus de moyens et on facilite la tâche à la population, et que nous qui sommes censés être pauvres, et que ça devient un peu plus difficile de le faire, il y a un problème. Quand nous prenons le cas de nos parents à l'extrême nord ou au nord, comme vous avez parlé tout à l'heure, d'abord en Afrique, au Cameroun, vous faites un effort pour avoir un bébé. Vous gestez pendant 9 mois. Nous savons toute la peine que nos mamans ont pour d'abord faire des visites prénatales, pour pouvoir accoucher. Nous avons vu dans des hôpitaux, ici à Douala même, où des mamans ne pouvaient pas, en fait, être presque prises en otage dans des centres hospitaliers parce qu'elles n'avaient pas de moyens pour payer le soin hospitalier. Vous pensez que sincèrement, si cette maman a un peu de moyens, la priorité c'est quoi? Payer le soin hospitalier, acheter des médicaments pour son bébé, acheter du lait pour son bébé, ou alors essayer éventuellement d'aller procéder à l'établissement d'un acte de naissance. Je pense que si au niveau des gouvernements, on avait pris un certain nombre de mesures pour faciliter la tâche dans l'établissement d'acte de naissance, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, je pense que l'État peut encore faire mieux. Et si on le fait, je pense que cela nous pourrons voir que la courbe des déclarations de naissance pourrait être un peu plus montante. Edmond Kouyaté, est-ce que pour vous, seul l'analphabétisme de certains parents et le manque de moyens peut justifier cet état de choses? Non, il y a une étude qui a été faite et qui a ressorti un certain nombre de déterminants qui pourraient expliquer un peu, je vais dire, la gravité de la chose, parmi lesquels justement il y a l'analphabétisation, la pauvreté, la corruption, les barrières culturelles. Et ils ont également cité la complexité du système d'enregistrement et de constitution. Tout ça, ça fait partie des déterminants. Maintenant, il faut savoir que suivant qu'on soit dans une région ou dans une autre, n'est-ce pas, un déterminant peut être, n'est-ce pas, avoir plus d'acuité. Par exemple, quand on parle de l'analphabétisation, je ne pense pas que ça soit n'est-ce pas, le déterminant qui pourrait expliquer le manque d'actes de naissance dans une région comme le littoral. On va citer autre chose. Il y a par exemple la pauvreté,
Au nord, par exemple, il y a l'analphabétisation, il y a les barrières culturelles, et il y a... Edmond, arrêtons-nous un temps soit peu sur le cas qu'a évoqué Maître Kenyé, quelqu'un qui fait dans l'import-export. Oui. Nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala. Est-ce qu'il peut expliquer qu'à 2 ans, que l'enfant n'est pas d'acte? Je dirais que on peut ranger ça dans le registre de l'analphabétisation. C'est un analphabète. Il ne connaît même pas l'importance de l'acte de naissance, parce que s'il connaissait un peu l'importance de l'acte de naissance, il saurait que son enfant n'existe pas. Parce que lui, il saurait, si il fait dans l'import-export, je suppose qu'il a toutes ses pièces officielles, ça veut dire qu'il fait des transactions bancaires. Et donc, il comprendrait la nécessité d'avoir une pièce d'identité pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et donc, il saurait que si à lui on exige cela, à son enfant on ferait pareil. Et donc c'est un analphabète et il ne comprend pas très bien. Il n'est pas pauvre, donc il n'est pas pauvre, forcément c'est un analphabète. Il ne comprend pas très bien la chose. Il faut très bien expliquer ce que c'est que l'analphabétisation. Hein. Il ne faut pas voir les gens parce qu'ils réussissent à brasser le million, vous croyez que forcément ils ont quelque chose dans la tête. Non, ce sont des analphabètes. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous prenez certaines régions, je vais m'appesantir sur la région du Nord, par exemple. J'ai fait une étude là-bas, nous avons mené une étude là-bas. J'avoue que ce que j'ai vu était tout simplement ahurissant. Je dis, c'était ahurissant. Vous savez, Serge, le problème, c'est que les Camerounais, nous les Camerounais en général, on a tendance à concevoir le Cameroun dans notre empente vertiginale. Et pour chacun, le Cameroun, n'est-ce pas, se retrouve confiné dans son biotope à lui naturel. Celui qui vit à Douala pense que le Cameroun, c'est Douala. Celui qui vit à Yaoundé pense que le Cameroun, c'est Yaoundé. Celui qui vit à Bafoussam, ainsi de suite. On oublie très souvent que le Cameroun, c'est également la zone rurale où il y a un certain nombre de difficultés. Maître parlait, n'est-ce pas, pas Maître, je vais dire Pépin, oui, Pépin. Il parlait sans le savoir, n'est-ce pas, d'un problème de proximité entre les populations et les centres d'état civil. Ça, c'est un autre problème. Vous savez, à Douala, vous pouvez partir, même si vous êtes, je ne sais pas, dans n'importe quel coin, vous pouvez prendre une moto et puis ça vous dépose à Bounanjo, ça vous dépose dans une mairie et tout ça. Ailleurs, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai fait une région, l'extrême nord, nous avons mené des études, mais une fois qu'on est parti du centre de la petite zone urbaine, mais j'ai vu des réalités terribles. C'est-à-dire, vous arrivez, on est en pleine année scolaire, vous arrivez un mardi, mercredi, jeudi, vous voyez des jeunes garçons, des jeunes filles qui gambardent partout. C'est-à-dire que l'école n'est pas une réalité. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de centre de santé. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu là-bas parce qu'il paraît que quand vous dites certaines choses, apparemment, ça devient un peu, après, ça devient un problème. Mais j'ai vu des choses quand même terribles. Mais oui, ça, il faut le dire. J'ai vu des choses terribles. Quand on m'a montré où on faisait accoucher les femmes, j'avoue que je n'ai pas cru que j'étais au Cameroun. Je parle dans l'extrême nord. Je peux vous citer des villages. Il y a Soukoungou Naïbi. Ça peut ne pas sonner. Déstabiliser le pays. Ça peut ne pas sonner Cameroun, mais quand on dit Soukoungou Naïbi, on est bien au Cameroun, on est dans l'extrême nord. On est à Maroua. Quand on dit Patata, on est à Maroua. Je mets quiconque a défi, y compris les élites de Maroua qui nous regardent, de nous dire s'il y a une école à Soukoungou Naïbi. Pourtant, il y a de la population là-bas. De nous dire s'il y a, n'est-ce pas, dans cette zone-là, un centre de santé. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Lorsque vous allez à Patata, ce qui fait office d'école, c'est un petit boucaro. Je dis un tout petit boucaro, où ils nous disent même d'ailleurs qu'il n'y a pas de couverture parce qu'ils attendaient des toits de chaume, parce que ça avait des chaumes. C'est les chaumes qui font office de couverture, et vous disent qu'ils attendent ça depuis, on leur a promis ça depuis l'année dernière et ça tarde à venir. Je dis, et ça coûte combien? On nous dit ça coûte entre 700 francs la botte et 500 francs. Je dis, c'est pour ça que depuis 1 an, vous n'avez pas de... Il dit oui, c'est pour ça. Et le maître qu'on avait envoyé, à force d'attendre, il s'en est allé. Et donc, tout ce coin-là est resté sans école. Il n'y a pas de centre de santé. Comment pensez-vous qu'il va y avoir un centre d'état civil? Arrêtez de peindre le Cameroun en noir. Je ne peins pas le Cameroun en noir, mais je voudrais tout simplement que l'on comprenne. C'est dangereux, hein, non, ce que vous faites. Non, je mets quiconque à défi. C'est une étude que nous avons menée. Chacun peut aller mener. Quand je dis, je donne des noms. Vous pouvez prendre votre caméra demain, on se rend à Maroua. Quand on dit... Vous venez de dire que c'est pas bon de dire certaines choses.
Oui, mais je voudrais qu'on prenne conscience de cela parce que quand dans l'étude, on dit que le Nord est la région la plus affectée, il faut prendre conscience de cela. Et il faut savoir qu'à côté de cela, il y a un autre problème. Lorsque vous avez des citoyens dont vous ne connaissez pas l'identité, c'est un problème. Vous savez très bien qu'on a été confronté à un problème dans l'extrême nord, notamment les problèmes sécuritaires avec le Boko Haram. Oui. Quels sont ceux qui sont les proies faciles à se faire enrôler dans ces mouvements-là? Ce sont ces gamins-là, ce sont nos jeunes frères et sœurs qui n'ont pas d'identité, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne savent même pas, si jamais tu leur donnes une arme, d'aller commettre des... Qui ne veulent pas ou bien qui ne peuvent pas? Qui ne peuvent pas. Parce que Dr Godjou a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui préfèrent... Non, faisons très attention. Être des bergers. Faisons très attention. Et vous-même, vous avez dit qu'à partir de mardi, il n'y a plus personne. Non, faisons très attention à Serge Alain. Ayons le courage de dire certaines choses. Oui. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas. Vous savez, un enfant qui naît est un enfant qui attend qu'on lui donne des chances de pouvoir accéder à certaines choses, notamment à l'école. J'ai l'intime conviction que quel que soit mon QI aujourd'hui, si on ne m'avait pas donné la chance, si on ne m'avait pas tenu la main pour m'amener à la maternelle, pour m'amener, n'est-ce pas, à la section d'initiation à la lecture et tout ça, je n'aurais jamais rien été. J'aurais été je vais dire, un ectoplasme dans la société aujourd'hui. Je ne le suis pas parce que j'ai trouvé des dispositions là où je suis né. Il y avait des écoles à proximité, je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Il y avait des écoles à proximité, il y en avait plusieurs. J'avais le choix. Ouais. J'avais le choix entre aller ici et là, et mes parents ont choisi de me mettre dans une école qu'ils estimaient être la bonne. Et donc, ça m'a permis d'être... Quand je vous parlais des régions où il n'y a pas d'école du tout, ça n'existe pas. Ne croyez pas que ce que vous voyez sur le net, c'est... Parfois, on vous montre des enfants qui sont assis à même le sol, sous des arbres. Ça existe, ce sont des réalités de chez nous. Et donc, quand nous disons qu'il faut... essayer de faire des efforts pour corriger ces déséquilibres-là, n'est-ce pas, dans notre société. Nous ne disons pas parce que nous voulons faire du mal à qui que ce soit, nous disons parce que ce sont des réalités. Et si on ne corrige pas ces disparités, on aura toujours le risque d'avoir certains de nos frères, certains de nos compatriotes qui, n'est-ce pas, vont être à la remorque alors que la société est en train d'avancer. Lorsque les gens n'ont même pas l'acte de naissance, qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas des gens qui peuvent aller à l'école. C'est l'acte de naissance qui consacre d'ailleurs la citoyenneté. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas de citoyenneté. Puisqu'il faudrait, pour qu'on dise que vous êtes citoyen camerounais, que vous ayez une pièce d'identité qui dit que vous êtes camerounais. Et quelle est la pièce principale pour établir, la carte nationale d'identité, pour établir un passeport, pour avoir un diplôme, il faut avoir un certificat de nationalité qui, lui, est conditionné par un acte de naissance. Et donc, c'est une pièce centrale. C'est incontournable. Et donc, quand nous disons ça, il ne faut pas jouer. Ce n'est pas une question d'ordre politique. C'est une question d'ordre national. On n'a pas besoin d'être d'une chapelle politique pour dire des choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on ait à un moment donné le courage de porter sur nous le réel que pour traquer l'impossible. J'ai l'impression qu'au Cameroun, nous aimons traquer l'impossible. Ayons le courage de porter sur nous le réel. Et le réel, c'est que dans, n'est-ce pas, les zones rurales et dans certaines régions du Cameroun, il n'y a pas un accent qui est fait pour permettre à nos jeunes enfants, aux enfants qui naissent là-bas, n'est-ce pas, d'accéder aux droits basiques, droit à l'éducation, droit à tout ce que nous pouvons connaître, qui feront de demain des bons citoyens. Et donc, ne soyons pas surpris que la pauvreté va grandissante, que la misère va rampante, et qu'à côté, n'est-ce pas, vient s'agripper le plus grand problème que nous connaissons dans nos sociétés, l'insécurité. Tant que nous avons des enfants qui ne sont pas allés à l'école, qui sont sous-éduqués, qui baignent dans la misère, qui baignent dans la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils ne savent même pas écrire leur nom, du coup ils ne savent même pas faire un métier, on aura un problème d'insécurité. Et donc il faut mettre un terme à cela. Voilà, Maître Kenyé, justement hier, les députés à l'Assemblée nationale ont émis le vœu que les textes sur l'état civil soient revus. Il y a d'abord, ils ont parlé de la simplification des procédures de déclaration, d'établissement et de reconstitution des actes de naissance. C'est peut-être ce qui décourage souvent certains parents. C'est un peu trop complexe parfois, les procédures. J'allais perdre mon temps sur ce que les députés ont dit, parce que dans ce pays-ci, nous avons les meilleurs textes qui soient. Le Camerounais est très, très intelligent. Que les textes soient d'inspiration du gouvernement, comme c'est souvent le cas à pratiquement 100%, ou de l'Assemblée nationale,
ça ne change rien. Si vous me permettez, je voudrais pourtant dire que je pense que pour une rare fois, cette émission ne sera pas contestée ou ne sera pas traquée par le pouvoir exécutif. Le cas qu'on évoque là, je vais m'adresser à nos gouvernants, je voudrais dire peut-être au pouvoir exécutif. Ils seront peut-être surpris, ceux qui nous gouvernent, de m'entendre parler sur de manière, je ne sais pas, je ne voudrais pas qualifier. Parce que je crois que cela va dater pratiquement de 5 ans, s'agissant de l'état civil, que le gouvernement du Cameroun a décidé de formaliser ce qu'on appelle le concubinage à travers les mariages collectifs. Cela évoque le deuxième acte d'état civil, qui est le mariage. Nous sommes là parlant des statistiques qui viennent de l'éducation. Pour des enfants qui fréquentent, ils sont peut-être déjà au secondaire sans acte de naissance. Et le futur ne leur offre rien. Il faut bien le savoir. Non, le chiffre, c'est beaucoup plus dans le primaire. Dans le primaire. Sur le plan administratif, le futur ne leur offre rien. Ils ne peuvent présenter aucun diplôme, ils ne peuvent pas se présenter à aucun concours. Ils ne peuvent même pas avoir la carte d'identité. Et rassurez-vous, le même État, naturellement, va les envoyer à Newbel plus tard en leur disant qu'ils ne sont pas porteurs d'une carte d'identité nationale, ce qui est déjà une infraction. C'est pour ça que je voudrais inviter notre gouvernant. Et ça, quand je dis que vous, État, vous êtes État, moi je suis État. L'État c'est nous, c'est un territoire, c'est sa population, tout le monde fait partie de l'État. Quand on critique, ce n'est pas parce qu'on en veut à ceux qui sont là, c'est pour qu'ils s'améliorent. Je voudrais inviter le gouvernement, sur la base des statistiques qui sont faites là, n'est-ce pas, à inviter ou à instruire des rétablissements d'actes de naissance collectifs, tout au moins pour les statistiques qui sont faites là. Lorsque j'ai dit ça, Serge Alain, pour moi cette émission se veut pédagogique. Et je m'adresse... C'est justement prévu, hein, les députés hier ils ont dit réalisation effective et pratique de l'opération spéciale de délivrance massive des actes de naissance prévus en 2021. C'est toujours des déclarations de bonne intention. Lorsqu'on a eu fini de chambrer le champagne... 2021. Je l'ai dit, lorsqu'on a eu fini de chambrer le champagne, rien ne se passe avant. Moi, je veux des choses concrètes. Oui. Et puisque cette émission se veut pédagogique, comme je l'ai dit, je voudrais attirer plutôt l'attention des populations sur le fait, pour celles des personnes qui n'ont pas encore établi l'acte de naissance, que la loi leur impose, en dehors du cadre de l'hôpital, comme vous l'avez dit, que toute personne qui a connaissance d'une naissance doit le faire dans les 30 jours. En ce qui concerne les hôpitaux, que ce soit le médecin accoucheur ou toute personne qui a été informée, n'est-ce pas, les déclarations doivent être portées auprès de l'officier d'état civil dans les 15 jours. Lorsque vous avez raté cette étape-là, n'est-ce pas, vous avez encore 3 mois. Vous dites? On n'accouche pas toujours à l'hôpital. Bien entendu, je suis en train de parler de tout. Pour ceux qui ne s'accouchent pas à l'hôpital, j'ai parlé de 3 mois. Il faut que l'officier d'état civil sache que quand la population vient leur dire que je suis venu établir l'acte de naissance de mon enfant, ils n'ont pas besoin de l'officier d'état civil d'attendre la déclaration de naissance. Voilà. Toute personne, la loi le dit, l'ordonnance de 81, je crois du 29 juin 1981, n'est-ce pas, permet à toute personne qui a connaissance l'acte de naissance de venir le déclarer. Même trouver un bébé, même trouver un bébé voilà, de venir lui dire que j'ai assisté à une naissance. Vous êtes tenu, monsieur les officiers d'état civil, d'établir cet acte de naissance-là. Donc vous demandez aux officiers de recevoir. Ça ne dépend pas de... C'est ce que la loi dit. Je l'ai enseigné ce que la loi dit. Parce que chez nous, tout le monde est devenu maître en droit. Tout le monde est devenu le plus grand professionnel en droit. Professeur d'université, avocat, magistrat en tout. Il me semble que depuis pratiquement le contentieux électoral qu'on a eu en 2018, tout le monde est davantage devenu plus expert en droit. Ça, c'est de manière pédagogique que je le dis. Lorsque vous n'avez pas, de manière formelle, n'est-ce pas, déclaré dans les 2 mois, si l'accouchement dans le mois, si l'accouchement ne s'est pas passé à l'hôpital, vous avez 15 jours pour le médecin ou l'infirmier accoucheur ou toute personne qui a assisté à l'hôpital, 15 jours pour le faire. Tant bien vous n'avez pas fait dans ces délais, vous avez encore 3 mois pour saisir le procureur qui demande à l'officier d'état civil de le faire. Et passer cette étape encore, vous avez encore
la possibilité humainement de saisir le tribunal pour qu'on fasse ce qu'on appelle le jugement supplétif d'acte de naissance. Ça ne coûte pas trop. Et là, sur ce plan, sans être porte-parole de mon barreau, je pense que si les gouvernants saisissent cette balle au rebond, peut-être le barreau serait prêt, n'est-ce pas, à ce que nous participions à l'établissement de cet acte de naissance massif, parce que c'est tellement, comment on dit, choquant. Nous autres qui sommes des parents, de savoir qu'un enfant ne peut pas exister juste parce qu'il n'a pas de naissance, l'acte de naissance, alors que nos textes de loi offrent la possibilité de le faire. Okay. Donc j'invite nos gouvernants, je le dis, j'insiste là-dessus, à créer des conditions pour que cela puisse se faire. Voilà, Éric Pépin-Bikaï sur cette recommandation des députés, opération spéciale de délivrance massive des actes de naissance prévus en 2021. C'est une bonne chose. On a vu avec le cas d'identité. C'est une urgence, c'est une bonne chose pour la nombreuse population qui est en attente d'avoir un acte de naissance. Il ne faut pas oublier qu'au Cameroun, la procédure... On espère qu'en 2022, on ne parlera plus d'enfants sans acte de naissance au Cameroun? On espère vivement. Mais on connaît comment ça va s'organiser plus tard. Vous savez déjà, vous êtes déjà en 2021? On n'est pas encore dans les projections. Je voulais expliquer votre propos, si vous me permettez. Il ne faut pas oublier que la procédure d'obtention d'acte de naissance est très complexe et très complexifiée au Cameroun. Tout à l'heure, Dr Ngoudjou a essayé de dire que l'acte de naissance se paye au Cameroun. Et la somme n'est pas déterminée. Ça varie de 10 000 pratiquement à 25 000. Et ça peut être l'un des facteurs qui décourage les parents à faire doter leurs enfants d'un acte de naissance. Autre chose. Et il faut bien rappeler, sans vous couper, que c'est gratuit. La délivrance de l'acte de naissance, ça ne demande rien du tout. C'est même pas gratuit. C'est gratuit, ce n'est pas dit de vrai. Ce n'est même pas timbré. Il faut qu'on le sache. Que la population camerounaise le sache. Que vous allez à votre déclaration, que ce soit de quelque manière que ce soit, vous la déposez, l'officier d'État civil est tenu de vous délivrer un acte de naissance. Ce n'est que signer, mettre le cachet. Nous sommes en train d'analyser. Donc maintenant, il ne faut pas oublier que la naissance d'un enfant est le fruit de l'union entre un homme, du moins les rapports sexuels entre un homme et une femme, selon notre législation. Et que si ces deux personnes-là ne sont pas légalement mariées, l'enfant qui a un acte de naissance risque de ne pas être reconnu dans le cadre de... Ça pose un autre problème. C'est autant de problèmes qui entourent la complexité de l'état civil au Cameroun. Donc, l'objectif ici, c'est peut-être pas... Et c'est pour ça que je ne suis pas contre, je suis contre ce que Maître disait tout à l'heure. Parce que de nombreux couples aujourd'hui sont dans des unions, comme on dit, de manière triviale au quartier, le vient au reste. Ça date, ça peut faire 10, 15, 20 ans. Et ça vous interrompt. L'enfant qui est né au mariage, n'est-ce pas, sa paternité est établie à l'égard de la mère. Ce n'est pas le père qui impose qu'on établisse l'acte de naissance. L'enfant qui sort du ventre de la mère est présumé, n'est-ce pas, ou même d'office. L'enfant de la mère, et on établit l'acte de naissance. Ce n'est pas le contenu de l'acte qui est en cause, c'est l'établissement de l'acte de naissance. Dès que la mère a accouché, l'acte de naissance doit être établi parce qu'il ne peut exister aucun doute de ce que l'enfant a été accouché par la mère. Voilà. Au-delà de ça, quand l'enfant est trouvé, la loi a permis que celui qui trouve l'enfant l'amène dans une unité de police ou de gendarmerie. Après la chose, on peut faire établir l'acte de naissance. La personne qui a trouvé l'acte peut lui donner un nom. Et on peut établir l'acte provisoire en attendant éventuellement dans les 3 mois qu'on puisse retrouver les parents. Donc le problème de concubinage ne s'oppose pas. Voilà. Mais est-ce que vous tenez compte dans cette disposition du fait que nous sommes dans une société patriarcale pour la plupart? Non, je vous donne des interpellations. Peut-être le père peut aussi établir la classe. Mais s'il le refuse, j'ai pris le cas du concubinage. Ce sont des vices de forme. Donc maintenant, pour revenir à votre propos, il ne faut pas oublier que même dans la vie de Douala, parce que Maître a évoqué tout à l'heure le cas d'un parent qui a un enfant de 2 ans qui n'a pas d'acte de naissance. Il ne faut pas oublier que même dans la vie de Douala, les hommes assez majeurs, assez grands, n'ont pas d'acte de naissance. C'est-à-dire dû au fait que peut-être sont nés 2 fois, ou alors sont morts plusieurs fois. Bon, peut-être dans cette procédure-là, parce que quand vous suivez un peu les débats qui ont eu cours à l'Assemblée nationale, on est justement revenu sur le fait que beaucoup de compatriotes n'ont pas de naissance. Parce qu'il faut observer ce phénomène. Lorsque, par exemple, on demande qu'on va établir les actes de naissance gratuits, je pense à la dernière opération à la mairie de Douala 3e, ça fait courir un grand monde. Et ces personnes qui sont déportées vers l'institution de la mairie de Douala 3e pour pouvoir avoir un acte de naissance, chacun a une histoire
qui justifie le fait, le fait qu'il n'y ait pas l'acte à date. Ça fait donc quoi? Ça fait que pour une ville comme Douala, beaucoup de personnes sont à la recherche d'identité. Et vous avez évoqué tout à l'heure le problème que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas leur carte d'identité parce qu'ils ont une double identité. Mais la double identité également est sous-jacente du fait que les gens ont changé l'acte de naissance, peut-être n'ont pas tenu compte qu'ils ont eu à faire une première carte d'identité et à l'intérieur, on a enregistré un certain nombre de données, notamment les empreintes. Quand ils reviennent maintenant avec un second acte parce qu'ils sont nés une deuxième fois, on voit les empreintes avec peut-être 2 noms, mais on a les empreintes différentes, quels que soient les cas. Les mêmes empreintes ne changent pas. Le système rejette ce type d'actes, ce type de demande de manière automatique. Bon, là aussi, c'est un de nos compatriotes. Donc, cette procédure des députés qui demande qu'on fasse, on établisse les actes de naissance de manière solennelle en 2020 à l'ensemble de ces compatriotes, on oublie justement de dire que cette condition-là, cette opération doit être sous-jacente au fait que les compatriotes choisissent leur jour de naissance parce qu'il y en a qui ont 3, 4 en fonction des contextes socio-économiques, peut-être des contextes de formation, des contextes de voyage. Donc, que pour une fois, qu'ils soient capables aussi de choisir leur vrai acte. Ça, c'est un plaidoyer que Cabral a tenu devant les députés pour que, au sorti de cette opération, qu'ils aient définitivement une identité qui correspond à la date de naissance à partir de laquelle on peut être capable de pouvoir remonter leurs différentes généalogies. Ok. Docteur Goudjou, justement, est-ce qu'il ne va pas se poser un problème? Cette opération de délivrance massive des actes de naissance prévue selon les députés, ils souhaitent que ça se passe en 2021. Chacun va choisir, va dire que je suis né tel... Il n'y aura pas de problème? Comment ça va se passer? Serge Alain, premièrement, d'autant que l'opération est indispensable, elle est incontournable. Oui. Comme Maître l'a si bien souligné, le passage normal que des personnes qui sont déjà opprimées en train de fréquenter, donc au-delà de 6 ans, pour la plupart, ça ne peut être qu'un jugement supplétif. Mais vous avez cité près de plus d'1 million de cas. Nous sommes à plus d'1 500 000 cas. Ils vont aller dans quels tribunaux, où, quand et comment, avec quels moyens? Puisque nous sommes en train d'évoquer les moyens qu'ils nécessitent pour l'établissement d'actes qui est autour de 5 000 à 10 000 francs. Ils auront le temps d'aller au tribunal pour tout cela. C'est pourquoi l'opération est indispensable. Et c'est vrai, comme vous le dites, cela peut poser des problèmes. Moi, je pense que l'un des plus grands problèmes peut être au niveau sécuritaire. Est-ce qu'il peut y avoir des étrangers? Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui voudraient profiter de l'occasion pour se faire établir un acte? Toujours est-il, nous devons le noter, que toujours est-il que dans les nations, il y a toujours des graines qui essaient de passer. Il y a toujours des graines qui essaient de passer. Juste que quand les mauvaises graines prennent une ampleur très importante, cela a un impact très négatif. Je veux souligner un fait qui passe parfois inaperçu. De plus en plus d'ambassades occidentales, notamment européennes, quand vous allez, par exemple, quand vous voulez vous déplacer dans tel ou tel pays, vous avez les documents établis, ils vous disent, si vous avez un truc à faire, n'allez pas dans telle ou telle mairie. Ça veut dire qu'il y a des ambassades qui ont des shortlists de mairies. Parfois, je demande à quelqu'un, mais pourquoi vous demandez? Ils disent que non, cette mairie, premièrement, les documents qui viennent de là sont... l'authentification est très douteuse. Et comme dans les 16 ambassades, là, ils ont un service pour authentifier certains documents. Quand ils essayent de rentrer en contact avec la mairie pour vérifier, parfois il y a une fin de non-recevoir de ces mairies-là. Notamment ici, je préfère ne pas citer la mairie. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour repousser cela, donc pour améliorer. La mairie a fait un bon travail là-bas. Maintenant, ces ambassades acceptent cela. Mais au-delà, c'est ce que les Européens ont fait et c'est très dangereux pour nous parce on est traité comme des sujets de laboratoire. C'est que de plus en plus des Africains, notamment des Camerounais en Europe, pour essayer d'identifier, de localiser leur âge, on utilise le test osseux. Oui. C'est possible qu'on utilise ça ici, mais c'est très mauvais. Pourquoi? Oui, au carbone 14. Oui, 14. Très bien. Et parce qu'en utilisant le carbone 14, généralement, on l'utilise en archéologie pour identifier les ossements extrêmement anciens. Oui. Si nos institutions perdent de leur crédibilité... Ça donne le vrai âge. Non, ça donne le vrai âge. Oui. Ça donne le vrai âge. Mais si nos institutions... perdent tellement de leur sérieux au point où on utilise du carbone 40 pour identifier notre âge, cela fait problème. D'où l'importance que, parce que dans la plupart des cas, il faut l'avouer que même ici au Cameroun, quand nous avons vu des Chinois, des Nigérians, des Libanais qui étaient arrivés au Cameroun pour quelques jours avec déjà une CNI, toujours est-il que c'est un Camerounais qui participe à établir cela. C'est-à-dire, dans certains cas, partout peut-être, il y a peut-être des actes de corruption qui sont passés. D'où l'important pour les gens qui doivent participer à la réalisation de cette opération d'être extrêmement consciencieux que ce faux acte de naissance que vous attribuez à M. X ou Y, M. X ou Y utilisera sera demain
peut-être pour causer des dommages à la nation. Ça peut peut-être pas être vous directement, mais ça peut être votre cousin, ça peut être votre maman, ça peut être etc. etc. Donc pour nous résumer, je vais dire, Serge Alain, l'opération est indispensable, c'est qu'il n'exclut pas les couacs. Mais moi je pense, pour sortir, que nous sommes dans des sociétés où les autorités traditionnelles, les autorités religieuses ont encore une influence très importante sur la population. Et si, dans ce type d'opération, même au niveau des naissances, si nous impliquons les autorités traditionnelles pour inciter, pour encourager les populations à déclarer les naissances, je suis convaincu que l'impact va être très positif. Même pour les sociétés, même quand une personne n'est pas partie à l'école. Nous savons chez nous, les mamans ne sont pas parties à l'école, mais elles sont à l'église matin, midi, soir. Okay. Le prêtre dit quelque chose, ça devient sacré. Merci. On va revenir après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la pandémie du Covid-19. Elle est encore dans nos murs et selon les autorités sanitaires, il y a déjà environ 4 enseignants et 8 élèves testés positifs au Covid-19 dans la région du littoral qui ont été pris en charge. Dans la région de l'Ouest, les autorités s'inquiètent de la recrudescence de nouveaux cas positifs de Covid-19. Le Cameroun fait-il face à une deuxième vague? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également comment les autres pays africains font face à ces nouveaux cas positifs de Covid-19. Quelles sont leurs stratégies pour lutter contre la pandémie 9 mois après son arrivée sur le continent. Nous en parlerons dans un instant. Nous ferons également le point sur l'indice de gouvernance selon la fondation Mo Ibrahim. Le Cameroun se trouve au bas de l'échelle parmi les champions de la malgouvernance en raison de nombreux actes de violation des droits de l'homme perpétrés ces 2 dernières années au Cameroun. Et sur le plan économique, les promoteurs des PME sont insatisfaits des lignes de financement existantes jusqu'ici pour relancer la production industrielle. La Banque d'investissement européenne vient d'octroyer un crédit de près de 10 milliards de francs CFA, un appui important mais encore peu satisfaisant selon les PME qui ont des préoccupations adressées au gouvernement. Vous les écouterez dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, tout à l'heure dans le journal de Cédric Noufelet, vous aurez également la 7e édition de la campagne Quality Back to School de la Fondation Fouatoula Kadji de Fosso. On se retrouve donc après le 20h de Cédric Noufelet pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Ils sont là, Eric Pépin Bikaï, Edmond Kouyaté, Maître Fabien Kenyé et Dr Dalvaris Goudjou. Dr Goudjou, commençons par les tests Covid. Des joueurs qui sont positifs, beaucoup d'heures passées à l'aéroport. Premièrement, je vais noter, c'est pas une question de patriotisme, il y a comme ce manque de fair play pour un certain nombre de nations africaines. C'est vrai que nous avons vu le Gabon, en Gambie, à Banjul, où des joueurs sont couchés à l'aéroport en train de dormir, soi-disant les autorités gambiennes prétendant que les tests qui ont été effectués à Libreville n'avaient pas une certaine crédibilité. Nous avons le cas du Cameroun, où les joueurs qui ont effectué un test. Il faut bien noter qu'au Cameroun, nous sommes parmi les nations en Afrique assez rigoureux sur ces tests-là. Pour ceux qui viennent de l'étranger, ils confirment cela même en Europe, mais ils sont très surpris du caractère sérieux accordé par le Cameroun par rapport au Covid, qui font des tests. Comment vous dites qu'on est surpris? Je vais dire, non, parce qu'en fait, pour certaines personnes, notamment des gens venant d'Europe, ils se disent qu'en Afrique, il y a un certain relâchement. Mais quand ils arrivent dans les aéroports au Cameroun, ils se rendent compte du sérieux. Il y a des gars qui arrivent jusqu'à Douala, jusqu'à Yaoundé, on leur dit non, vous n'avez peut-être vous rentrez chez vous. Et c'est ça. Je crois avec la compagnie Air France, sans publicité, pardon, l'amende c'est 8 000 €. Si vous embarquez une personne avec un test
et que vous arrivez au Cameroun, si c'est pas sérieux, vous payez 8 000 €. Et ensuite, vous rentrez avec lui. Donc, les Camerounais sont assez sérieux là-dessus. Donc, qu'ils fassent des tests au Cameroun et qu'ils arrivent à Maputo, que les Gambiens disent que, que les Mozambicains disent que c'est pas sérieux. Et surtout, vous voyez, et comme Cédric l'a bien dit dans son journal, cela a un impact sur le moral des joueurs. D'abord, quand vous fassiez un test, alors que vous avez des tests sur vous, d'attendre quelques heures à peine, cela a un impact sur le moral des joueurs. Mais au-delà, que les gars choisissent quelques-uns des meilleurs de vos joueurs, disent que ceux-là sont positifs au test, mais on les met de côté. Et sur le terrain, probablement, ça a aussi un impact sur la performance. Mais maintenant, vous gagnez le match, vous êtes en train de rentrer et comme vous dites à l'aéroport, il y a des modalités pour le règlement lié au carburant, on ne prend pas le cash. C'est bien vrai que nous, Camerounais, nous devons apprendre à être aussi sérieux. Là, on ne peut pas nier cela. Quand vous avez des accords sur le plan international, donc qui mettent deux nations ensemble, vous devez respecter les accords. Si vous dites que vous allez virer une certaine somme dans le compte de l'autorité aéronautique, faites le virement. Sans ça, rien, nous sommes tellement habitués au cash. Dans d'autres pays, le cash, c'est souvent les choses ne sont pas sérieuses. Hein. Si vous apportez le cash, vous dites on dit non, on avait dit virement. Puisque quand vous faites le virement, ça ne met personne en danger. Si vous payez cash dans les caisses en aéroport, on ne sait pas le passage, vous les voyez que cela peut suivre et cela peut mettre certaines personnes en difficulté. Mais moi, je pense que quand on est entre les autorités, les responsables qui sont assez sérieuses, nous sommes face à une situation où on n'a que le cash, on peut trouver notre solution. Puisque c'est Bichato a payé par sa carte bleue, mais notons que bien avant lui, il y a eu des propositions de régler par la carte Visa et les autorités mozambicaines avaient refusé. Donc c'est après qu'ils ont accepté cela. Moi je pense que c'est de mauvaise foi que des joueurs qui vous avez séjourné au Cameroun, il n'y a pas eu d'incident, pratiquement rien. On a fait du football, vous êtes rentré chez vous. Quelques jours après, on est à Maputo, on a fait du football, on veut même rentrer. Vous essayez de mettre un certain nombre de barrières. Je pense qu'au-delà de tout, c'est quand même un sport. On devrait garder cet esprit fair play. Mais nous, en tant que Camerounais, nous devons être aussi sérieux car un contrat, c'est un contrat. Peut-être que chez nous, on nous blaguons avec cela, mais ailleurs, les gens mettent l'accent sur le respect du contrat. Et au-delà, notons qu'il y a eu un impact extrêmement négatif sur des Camerounais, d'autant plus que cet avion loué à l'Ukraine, c'est le seul aéronef fonctionnel actuellement de la Cameco. Le fait que cet aéronef ne soit pas rentré sur le Cameroun lundi, il y a beaucoup de vols internes qui ont été annulés. Exact. Si les vols sont annulés, ça veut dire qu'il y a des gens qui devaient aller au travail, qui n'ont pas pu, des contacts qui n'ont pas pu être signés. Il y a une distance économique importante et il y a un dommage économique important. Et ce qui est très malheureux pour nos Camerounais, parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas encore ce côté de dommage dont les personnes peuvent être victimes. Et pour une compagnie qui a des difficultés, qui vient à peine de lancer, ça fait à peine quelques semaines, ça a commencé à lancer, s'il y a des procès qui sont intentés, ils peuvent avoir des difficultés du fait du manque de sérieux. Ce n'est pas une question d'argent. On avait quand même l'argent, mais on voulait payer plutôt cash. Alors que la somme n'est même pas aussi importante que ça. 2 000 €, 1 300 000 maximum. Je pense qu'on ne peut pas sauver la nation pour ce type de choses. Heureusement qu'il y avait Bichato, c'est ça? Ouais, heureusement qu'il y avait Bichato. Je crois qu'il y a eu une petite preuve de... On a fait montre d'un peu de légèreté dans les contrats. L'amour de la patrie, Bichato. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Non, il n'était pas obligé, mais je crois qu'il a compris qu'il fallait le faire pour qu'ils regagnent, n'est-ce pas, leur destination. Dr Goudjou dit qu'on a d'abord proposé ça, les Mozambicains ont refusé. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que nous avons fait preuve de légèreté. Et ça, je vais pas tenir rigueur. Je vais pas tenir rigueur à la partie mozambicaine. Si dans le contrat, si les termes disaient de manière spécifique que le règlement devait se faire par virement bancaire, il faut s'en tenir au terme du contrat. Vous voyez, la désinvolture qui caractérise certains des nôtres ne devrait pas s'exporter partout. Il y a des gens qui sont assez rigoureux sur les termes d'un contrat lorsqu'il est passé. Mais non, après ça, il faut également dire que les Mozambicains, outre cet incident lié au règlement de la facture de kérosine, ils n'ont pas su, n'est-ce pas, être fair play. Ouais, ils n'ont pas su. Ils se sont un peu comportés quand nous, tout petits. Vous savez, quand tu venais avec ton ballon, quand tu encaissais un but, tu dis remettez-moi mon ballon. Je rentre chez moi. Ou alors quand les gens venaient jouer dans votre cour, lorsque tu encaisses un but, tu dis non, ça va. Oui, le match est fini. Donc je crois que ils n'ont pas été suffisamment élégants, ils n'ont pas été suffisamment fair play parce que aller recuser les tests qui ont été menés de manière professionnelle, ça c'est un manque de fair play.
maintenir toute une équipe qui est arrivée et qui doit livrer un match dans les prochaines heures, n'est-ce pas, debout, dans des conditions assez scabreuses, dans un aéroport, ça c'est un manque de fair play. Je crois que c'est un complexe, la dénote d'un complexe, n'est-ce pas, de la part des nations footballistiquement un peu inférieures. Ça la dénote d'un complexe parce que ce n'est pas seulement nous qui en avons été victimes, le Gabon aussi en a payé les frais, en Gambie, et donc vous verrez que toutes ces nations-là, ce sont des nations qui n'ont pas une réputation footballistique assez rayonnante, et donc lorsqu'ils accueillent des nations qui sont beaucoup plus soutenues ou alors qui ont une réputation plutôt lourde sur le plan footballistique, je crois que ça crée un peu un complexe avec un doute capacitaire qui se fait en eux, et donc du coup ils pensent se rattraper dans des comportements un peu inélégants comme ils ont fait, mais le plus important, nous avons gagné, nous sommes rentrés avec la victoire, bravo les Lions. Je dirais également que les personnes en charge de certaines questions doivent savoir que suivant qu'on passe d'une législation à une autre, les gens peuvent être extrêmement rigoureux sur les termes d'un contrat. S'il est dit que vous devez payer par virement, ne mettez pas le cash sur vous, parce que si dans leur réglementation il est dit de ne pas percevoir du cash, vous pouvez prendre ça avec beaucoup de légèreté, mais chez eux, ça veut dire beaucoup. Et surtout les nations, n'est-ce pas, de culture anglo-saxon. Il faut se méfier. Chez eux, vous savez, chez nous, ici, on dit according to the law. Chez eux, ça ne rit pas. Et eux, ils sont lusophones, hein, le Mozambique. Oui, ils sont lusophones, autant pour moi. Et entourés de beaucoup d'anglophones. Entourés de beaucoup d'anglophones. Je crois qu'ils ont été, quand même, oui, ils ont été absorbés un peu par cette culture. Oui, donc par les autres. Vous savez, donc, il faut que nous apprenions ça. C'est capital. Quand vous avez passé un contrat, lisez les termes, et je crois que ce n'est pas le jour de retour qu'on devait penser à régler. C'est des questions qui devaient être réglées avant. On ne devait pas amener les joueurs, n'est-ce pas, sur le tarmac de l'aéroport et se mettre à se poser la question, est-ce que le carburant? Non, c'est des questions qui devaient être réglées bien avant. Ça n'a pas été fait. Je crois qu'il faudrait qu'on corrige le tir pour éviter à nos joueurs de connaître cette humiliation et par-dessus eux, la nation tout entière. Maître Fabien Kenyé, vous retenez quoi de l'expédition de Maputo? La victoire, le carburant qui est payé par le château, ou bien les tests Covid qui traînent nos tests qui sont remis en cause? Vous évoluez sur quel tableau? Saint-Jean, je dois vous avouer que ce qui me reste aujourd'hui comme fierté, c'est l'emblème national incarné par les Lions indomptables. Donc la victoire. Vous savez ce que c'est que cette équipe-là. Voilà. Pour ce qui concerne. Donc c'est la victoire qui vous intéresse. Pour ce qui concerne tout Camerounais. Moi, j'avais beaucoup écouté mes prédécesseurs, Edmond, Dr Goudjou, qui semble parler de l'équipe de Mozambique avec un peu de mépris. Naturellement, c'est l'orgueil qui caractérise les Camerounais lorsqu'ils sont. Ça témoigne de l'amour qu'ils ont pour leur équipe. C'est très bien de le faire. Voyez-vous, je pense qu'en ce qui concerne le staff, il y a une partie dévolue à la médecine. Et je pense que s'ils avaient suffisamment pris du Fibagras, les tests qu'on a détectés là-bas n'auraient pas été autant positifs. C'est là où je les accuse un peu. Lorsque j'ai eu dit ça, il faudrait bien comprendre qu'en matière médicale, rien n'est jamais sûr à 100%. On peut faire un test même ici ou présentement, aller dans une autre clinique. On vous dit que là, c'est même passé en France. Nous avons eu une anecdote comme ça qui a circulé dans la toile, donc n'accusons pas le Mozambique pour ça. Nous ne pouvons pas juger de la fiabilité de nos tests par rapport aux leurs. Cela dit, je voudrais bien que quelqu'un, ou l'exploiteur, ou tout autre panéliste, me dise tant est-ce que les Lions indomptables sont déjà sortis sans qu'il y ait quelques incidents que ce soit. Ça n'a jamais existé. Je crois même à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de 92, nous avons été récusés. Il y a beaucoup de gens qui en ont payé les frais. C'est caractériel. Comme on l'a dit, en matière de convention internationale, on ne rit pas. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Comment peut-on organiser une compétition et entendre qu'on est en train de vouloir procéder au paiement? C'est des choses qui se font avant. C'est des choses qui sont préparées des mois à l'avance. On aurait dû nous faire l'économie de cette affaire. Et cela témoigne véritablement de la manière cacophonique avec laquelle nous prenons nos choses comme ça. Nous n'honnons pas du tout
pour demeurer toujours sur ce qui a clashé là, quand vous parlez du Covid là, ailleurs on en est à parler des vaccins. Où en sommes-nous? Des vaccins, il me semble qu'on a parlé de Pfizer aux États-Unis. Donc tous les pays ont déjà acheté par avance les tests pour toute leur population. On a parlé d'un autre laboratoire aux États-Unis, c'est Moderna ou c'est quoi là? Moderna. Donc ces tests sont fiables à 94%. Pour vous dire que pour une rare fois, j'ai déjà eu à le dire sur ce plateau, le bon Dieu s'est arrêté en Afrique. S'il ne s'était pas arrêté, pour ce qui nous concerne, je ne sais pas si nos lions indomptables là seraient allés de l'autre côté. Donc cette gestion-là à l'image de notre pays. Et voyez-vous, Serge Alain, pour terminer, rappelez-vous que pour une autre rare fois, que les lions indomptables n'ont pas été suivis dans ces pays-là, mais n'a pas été suivi. C'était à l'occasion du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, pour autant que vous vous rappeliez, quand c'était un tout petit peu détourné. C'est dit qu'aujourd'hui, les Camerounais ont plus de préoccupations. Pour leur dire, attirer l'attention de ceux qui sont en charge du football camerounais, que c'est tellement important. C'est le seul emblème, c'est la seule chose qui appartient aujourd'hui à tous les Camerounais, de quelque tribu que ce soit, dans leur entièreté. Il ne faudrait pas que les gens s'amusent avec le fractionnement que nous avons déjà aujourd'hui dans toutes les structures sociales. Ok. Eric Pépin Bikaï, vous retenez quoi de cette expédition de Maputo? La victoire, Belchato, ou bien les tests Covid? Il ne faut pas qu'on dise une chose de son contraire. C'est-à-dire, au-delà des manquements, il ne faut pas oublier que l'histoire des rencontres entre les Lions indomptables du Cameroun et le Mozambique s'est toujours soldée par des faits divers comme ceux que le Mozambique nous a produit là. Il me souvient qu'en 1999, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2000, que nous avons brillamment remporté, c'était au Ghana et au Nigeria, il y a eu un pareil incident. La délégation camerounaise qui se rendait à Maputo pour un match retour, si je ne me trompe pas, a été victime d'un mauvais accueil. On les a accueillis dans un hôtel digne d'une équipe de deuxième division des régions du Cameroun. Et la délégation à cette époque-là n'a pas apprécié. À côté de ça, il y avait une sorte de tension dans l'air au niveau de la ville. Et je me souviens que le président Joachim Chissano de l'époque est arrivé au stade avec un hélico. Il a atterri au milieu du stade, juste pour intimider. Et puis, cette équipe de l'époque, il y avait le jeune Eto'o qui a intégré nouvellement l'équipe après sa Coupe du Monde de 98. Mais il y avait des ténors comme les Mboma, les Marc-Vivien Foué, les Womunde, les autres, Kalankongo. Ils ont copieusement donné un raclé au Mozambique, je pense que c'était 6-0. Et ça permet de faire refroidir toutes les adeptes, toutes ces vérités de provocation mises sur pied par les Mozambicains et le staff technique de cette époque-là. Donc, je pense quand même que sur les textes, par exemple, de nos joueurs, négatif au départ de l'aéroport international de Douala, comme disait David tout à l'heure, et positif à l'aéroport international de Maputo. Mais il faut également essayer de voir le nombre de joueurs qui étaient posés. C'est-à-dire on a dépouillé l'équipe nationale de son milieu de terrain. C'est Zambangisa, c'est Umgwet et c'est Djoum, c'est-à-dire les tauliers de cette équipe-là. Donc, sorti de là, quels qu'en soient les cas, les Mozambicains... Donc vous pensez que c'est un complot? Maître Kenya dit non, vérité à Douala, erreur à Maputo. Non, il n'y a pas un hasard. Comment les tests, on sait que le Covid, c'est peut-être une envolée de la température et qu'il y a des hommes naturellement qui ont des températures très élevées. Donc ça veut dire que ce n'est pas assez significatif de dire que parce qu'on a mis un pistolet sur le front d'un individu et que sa température indique 41, ça veut forcément dire qu'il a le Covid. Il faut qu'on sorte de là. Mais je suis en train de dire que regarde la nature des joueurs qui ont été détectés positifs. Moi qui suis un peu un amateur de football, c'est Zambangisa, c'est Djoum et puis c'est Umgwet. C'est-à-dire c'est le taulier de l'équipe, c'est le milieu de terrain en termes de seconde barrière. Donc ce n'était pas un hasard. Au sorti de là, ils ont pris 2-0. Il se trouve qu'il fallait qu'on gère encore les faits divers, on n'a pas transféré, ainsi de suite. Bon, peut-être là, ça s'est transformé comme étant vraiment un véritable blocus qui a montré aux yeux du monde peut-être les erreurs du management par rapport à l'équipe nationale. D'un côté, l'équipe nationale, mais de l'autre côté, le client qui était pour la circonstance Kameko. Mais quels qu'en soient les cas, ce qui peut nous réjouir, c'est que les enfants sont rentrés à la maison avec une victoire. C'est vrai, ça va causer des dommages, mais retenons tout simplement cette victoire, le fait qu'ils soient rentrés à la maison, tout simplement. Ok.
Docteur Goudjou, dans bientôt, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Qu'est-ce qu'on retient donc pour ce qui est de l'état civil? En quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense vous semblez sceptique? Vous pensez non, que pas sceptique, pas sceptique. Les étrangers peuvent profiter de l'occasion pour... Ils vont pas rater. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut d'abord, la conscientisation doit continuer. Les opérations de communication doivent continuer. Ce serait très important que nous puissions impliquer les autorités religieuses et traditionnelles, comme je l'ai dit un peu plus haut. Mais c'est aussi extrêmement important de voir comment digitaliser tout cela. C'est possible. Ouais. Et si on digitalise, ça devient extrêmement moins cher. Au lieu d'établir un document entre 10 000 et 25 000 francs, à digitaliser même sur votre lit avec un périphérique qui s'appelle le téléphone, un ordinateur, on remplit les informations et ça va dans une base de données quelque part, ça peut être au Bureau national de l'état civil et tout est sécurisé et cela ne coûterait pratiquement rien, que ce soit à l'État ou que ce soit à l'individu. Et je pense que si on le fait, nous allons remarquer que le taux des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance va commencer à décroître. Maître Fabien Kenyé. Je voudrais dire que vivement l'État organise les journées massives d'établissement d'actes de naissance pour pallier à ce qui a déjà été fait, pour parler comme docteur Goudjou, qu'on essaie de créer un fichier national informatique pour justement établir et sécuriser les actes de naissance. Et quand j'ai dit journée massive d'établissement d'actes de naissance, qu'on fasse appel aux experts qui sont, par exemple, les avocats, le barreau du Cameroun serait peut-être prêt à leur porter assistance. Le barreau du Cameroun n'est pas qu'un contre-pouvoir, il fait partie de la société. Ok. Éric Pépin-Bikaï. Non, moi je propose deux solutions. La première solution, il faut qu'on rende l'établissement de l'acte de naissance gratuit pour les nouveau-nés, de manière automatique. La deuxième solution, c'est de pouvoir densifier l'offre en termes d'institutions qui régissent et encadrent la nationalité camerounaise. Il ne faut pas oublier que la loi de 2006, je pense, sous le contrôle de maître, prévoyait la création de tribunaux dans chaque arrondissement. Donc on devait être à date à peu près à 360 tribunaux dans l'ensemble du territoire, puisqu'on a à peu près 360 communes ou 360 arrondissements. Donc cela également est un déficit. Et puis si on regarde un peu le rôle des officiers, est-ce que les officiers ont un salaire? Et là on comprend, si on dit non, on comprend pourquoi l'établissement de l'acte de naissance est si onéreux pour des familles qui sont déjà paupérisées. Donc il faut vraiment que ce projet d'établissement massif tienne compte de tous ces paramètres. Le BUCREF, qui est le Bureau national de l'état civil, essaie de jouer son rôle. Mais surtout, il faut qu'on aille sur le sens des propositions d'Alvarez, essayer d'informatiser ces actes de naissance. Il faut également se réjouir de ce que fait la direction, la délégation générale de la Sûreté nationale ces jours-ci, avec l'arrivée de la nouvelle procédure de l'établissement de la carte d'identité, qui, dans le process, quels qu'en soient les cas, pour ceux qui ont fait les nouvelles cartes, on sent quand même une certaine sécurisation de l'acte de naissance, parce que tout part de là. Quand un acte de naissance n'est pas de qualité, quand il n'est pas authentifié, il y a de fortes chances que ton dossier soit rejeté avant même que la procédure ne puisse continuer. Donc, double identité, c'est ça? Non, je dis avant même, c'est-à-dire qu'il y a des actes de naissance qui arrivent avec ce... Avant, on faisait les cartes d'identité comme ça. Maintenant, avec la nouvelle procédure, il y a des mécanismes de vérification. Ça veut dire que si un acte de naissance n'est pas authentifié au niveau même, en fait, si les officiers chargés d'établir la carte d'identité se rendent compte que ton acte a des éléments qui indiquent des doutes, il est fort probable qu'on te fasse renvoyer à la maison afin que tu apportes un acte de naissance qui soit authentifié. Ok. Edmond Kadi. Oui, pour terminer, je veux dire, j'ai un souci avec les propositions d'Alvarez et Pépin. Et c'est pour ça que je disais que chacun conçoit un peu le Cameroun dans son empreinte vertiginale. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque vous demandez la digitalisation de l'acte de naissance, est-ce que vous avez tenu compte que la grande majorité de notre territoire camerounais est rural et que vous avez tenu compte que le taux de couverture en électricité, je dis seulement en électricité dans la zone rurale, c'est moins de 25%, c'est 22%. La couverture est en énergie électrique. Donc je n'ose pas dire le taux de pénétration de l'Internet, comment est-ce que vous allez avoir, parce que quand vous parlez de digitaliser, je comprends qu'il y a une base de données centrale avec, n'est-ce pas, des terminaux où on centralise, n'est-ce pas, le fichier. Non, il faut donner des solutions qui marchent chez nous. C'est possible. Ce que je vais dire, non, attention.
Ce que je veux dire chez nous, c'est que nous avons des défis beaucoup plus importants qu'il faut d'abord, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Par contre, je suis d'accord pour, n'est-ce pas, l'organisation des journées massives, n'est-ce pas, d'établissements. Et par rapport, des députés, contrairement à vos inquiétudes, je crois que cela soumis à un protocole technique. Ce n'est pas comme si on va se mettre comme ça, chacun va venir dire du plus petit au plus grand, je n'ai pas d'arc. Et puis du coup, non, je crois que ça sera soumis à un protocole technique. Voilà. J'ai bien confiance que il y aura quand même, n'est-ce pas, quelque chose qui va être mis en place pour pouvoir éventuellement, par exemple, on va dire de 0 à 3 mois, de 0 à 8 mois, voilà, dans telles conditions. Et puis, pour les plus grands, dans tous les cas, il y aura un protocole et il faut le faire. N'oubliez pas, Serge Alain, qu'il y a un élément, on n'a pas suffisamment épilogué là-dessus, il y a un autre élément qui accroît, surtout dans les zones urbaines comme les nôtres, à Douala par exemple, dans le littoral, vous avez dit que ça faisait partie des régions. Il y a un élément qui explique cela, c'est la débauche. De plus en plus, vous avez des jeunes filles de 12 ans, 13, 14, 15 ans, 16 ans qui accouchent comme ça. Parfois, vous voyez une fille de 16 ans qui a 3 enfants, 3 pères différents. Parfois, elle ne connaît même pas le père de l'enfant. C'est cette débauche-là qui fait en sorte que dans des villes comme Douala, dans des régions comme le littoral, vous avez beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Parce que quand une fille à 13 ans accouche, généralement c'est parce qu'elles-mêmes sont déjà issues des couches très pauvres. Parce que quand une fille va à la prostitution, je ne dis pas que c'est le seul déterminant explicatif, mais très souvent, à une très forte proportion, les filles qui se livrent à la débauche très tôt, c'est parce que, bon, elles sont pauvres, misérables, avec un billet de 1000 francs, le gars a vite fait de la madouée et puis de la... Voilà, donc il y a ce déterminant-là qui explique. Et donc, si on doit faire une journée, par exemple, n'est-ce pas, on doit organiser une journée comme celle-là, je crois qu'il faudrait aller vers ces gens-là, les enfants qui sont nés, on ne connaît pas le père, et on ne connaît pas la mère, c'est que j'ai fait 3 enfants, avant 16 ans, elle a 3 enfants, et puis elle ne connaît pas le père, donc... Il faudra trouver un moyen de donner une identité à ces enfants parce que forcément, c'est des enfants qui devraient pouvoir accéder au moins à une formation demain. Il ne faut pas oublier ceux qui sont nés plusieurs fois. 30 secondes, je disais que c'était possible de digitaliser. Premièrement, comme Serge l'a bien souligné, la préoccupation n'est pas que pour les zones rurales. Même en plein centre-ville, il y a la demande, il y a ce pose. Mais au-delà de cela, dans des zones extrêmement en zone rurale, il y a ce qu'on appelle les sources d'énergie alternatives qui peuvent aider. On ne dit pas que c'est la grande solution, c'est-à-dire les photovoltaïques, etc. Ça n'existe pas. Non, ça existe. Non, c'est possible. Non, dans les zones là, il y a des photovoltaïques. Il y a des petits kits là, même pour les téléphones dans ces zones-là. Ils utilisent généralement cela. On ne dit pas que c'est la grande solution, mais du moins ça aide à ce que la courbe soit que ce soit décroissante. Même si on cherche ça sur un serveur qui n'est pas connecté à Internet, avec un photovoltaïque, quand vous arrivez dans un centre où il y a Internet, c'est-à-dire au centre-ville, avec la connexion, vous envoyez au serveur général. Si on ne le fait pas, on ne pourra plus rien faire. Il faut déjà commencer quelque part. Et puis il ne faut pas oublier que dans ces zones-là, il y a les camquets là qui disposent de kits. Et ça fonctionne très bien. Donc on peut également trouver les Je suis désolé, sur le plan pratique, vous serez très déçus. Voilà, merci Edmond Kouyaté, merci Maître Fabien Kenyé, merci Eric Pépin Bikaï, merci à vous Dr Dalvaris Ngoutou. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Equinox Soir. Rendez-vous demain 19h. Bonsoir, Bagnoun.